OK, bah, du coup, bienvenue, à tous. Alors on a un petit peu d'avance donc bon on va accueillir les premières personnes. Bonjour à tous et bienvenue du coup pour cette, 2e édition, du coup des GitHub Copilot Office Hours en français. Ben, je m'appelle Philippe Didet-Georges, vous avez pu me voir sur la 1re vidéo, qu'on avait fait, avec Tug. Je suis développeur productivity Global Black Belt chez Microsoft et donc aujourd'hui, je suis accompagné de Daniel. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Daniel Mepiel, je suis aussi développeur Productivity Global Black Belt en France, dans l'équipe de Philippe, donc ravi de partager ces petits moments avec vous aujourd'hui. Alors, on va commencer juste par un tout petit rappel, sur le format, hein, de ces sessions. L'idée, c'est de vous proposer, en 1 heure, un rendez-vous un petit peu mensuel, récurrent où pendant une vingtaine de minutes au début, on va vous partager des démos. Donc ça va être démos, on va essayer de présenter un petit peu des use cases, un petit peu intéressants, soit par rapport à l'actualité, soit par rapport à des demandes qu'il y aurait pu avoir dans le formulaire d'inscription. Et ensuite, dans l'idée, derrière, c'est d'avoir le reste du temps, en fait, qu'on va dédier vraiment à répondre au maximum de questions. Donc c'est les questions qui ont été posées via le formulaire ou, les questions que vous pourrez poser en session. On va essayer de répondre un maximum. L'idée, c'est simplement de pouvoir vous aider, en fait, dans votre usage et votre adoption, de GitHub Copilot, au quotidien. C'est gratuit, c'est ouvert à tous les développeurs. Par contre, effectivement, vous l'avez vu, c'est sur inscription. Et dernier point, on repartagera un petit peu les liens. L'idée derrière, c'est aussi de, vous permettre, de mettre en on a mis en place une petite communauté sur Discord, donc qui est intégrée aux communautés développeurs, Microsoft qu'on a déjà, mais qui vous permettent un petit peu de discuter, d'échanger, et de s'entraider en fait simplement sur l'adoption de GitHub Copilot, qui est accessible du coup via ce lien. Alors, on va commencer tout de suite par, la démo. Donc, Damien, Daniel, Damien, Daniel, je te passe la main pour la démo. Donc c'est à toi. Super. Merci Philippe, donc je vais rapidement partager mon écran. Alors, voilà. Alors, donc, du coup, avant de vous présenter la démonstration qu'on a préparée pour aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine de regarder les dernières news qui sont sorties dans les blogs de GitHub, donc github.blog/changelog. Et c'est parce que la semaine dernière, on a annoncé des nouvelles fonctionnalités sur Visual Studio Code assez intéressantes qu'on vous encourage à essayer. Donc, notamment Vision, les modes agents et Next Edit Suggestions. Donc, du coup, on ne va pas avoir le temps aujourd'hui pour vous faire une démo sur toutes ces nouvelles fonctionnalités, mais je pense que ça vaut la peine de montrer rapidement ce que vous pouvez faire avec Next Edit Suggestions et après, on vous laisse le temps d'essayer par vous-même. Donc, du coup, si vous installez la toute dernière version de Visual Studio Code, vous aurez accès directement à Next Edit Suggestions. Il faut tout simplement aller sur les paramètres de GitHub Copilot, taper Next pour trouver rapidement les paramètres qu'il faut activer et s'assurer que Next Edit Suggestions est bien activé. Une fois Next Edit Suggestions est activé, je vais vous montrer à quoi cela ressemble. J'ai une petite classe ici, c'est un point avec les coordonnées X, Y. Si on les fait tout de suite en point 3D, Next Edit Suggestions va prédire la prochaine édition. Donc là, j'ai qu'appuyer sur Tab, accepter, et une fois de neuf, il va me proposer prédire la prochaine édition du code. Donc, il va modifier cette fonction. Éventuellement, il va continuer à me proposer des éditions additionnelles. Donc, voilà pour la fonctionnalité Next Edit Suggestions. Donc, je vous invite à l'utiliser et nous faire part de votre feedback. Donc, maintenant, on va passer à la démo qu'on a préparée pour aujourd'hui. Donc, du coup, là, je vais me mettre la casquette des développeurs et je commence ma journée d'un côté avec mon café, mais de l'autre côté avec ces repos sur lesquels on travaille aujourd'hui, Philippe et moi. Et normalement, ce que je fais chaque jour, c'est aller à la pile d'issues et regarder qu'est-ce que nos product managers nous sont concoctés, nous sont préparés, qu'est-ce qu'ils voudraient bien qu'on implémente aujourd'hui.
Donc là, je viens au premier issue, add a menu to select a specific file. Et là, dans mon équipe, on a l'habitude, et pas que l'habitude, mais c'est obligatoire de résumer chaque issue qu'un product manager nous ouvre à une spécification technique. Donc, vraiment distiller d'après les besoins utilisateurs, quels sont les besoins fonctionnels et non fonctionnels qu'on doit implémenter. Donc, du coup, pour cela faire, au lieu de tout de suite faire l'analyse moi-même et commencer à rédiger les spécifications dans l'issue, je vais poser la question à Copilot. Parce que Copilot, au-delà du codage, il peut vraiment nous aider depuis tous les débuts, depuis la phase de planification et design. C'est ça que je veux qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc là, j'ouvre les panneaux de conversation. Je vais tout simplement poser la question. Create a specification. Ah, pardon, je l'ai posé la question juste avant. Can you create a specification from this issue? Et du coup, là, Copilot, il va se mettre à réfléchir. Et il va éventuellement me donner une réponse. Et là, on voit qu'il me donne la réponse en format Markdown. Alors, là, normalement, il me donne tout de suite la réponse en Markdown tout unifié. Je vais essayer juste à nouveau. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Il y a un petit glitch dans la génération hein, qui est un peu randomisé, évidemment, hein, parce que c'est pas déterministe. Et donc là, vous voyez bien que j'ai posé la question, est-ce que Copilot, tu peux m'aider à créer une spécification pour cette issue? Et là, il me donne bien un exemple, hein, des bases, hein, pour que moi, je puisse lire hein, et me dire, OK, ça serait peut-être un bon point de départ pour un spec. Et en plus, il me donne les spécifications en format Markdown. Donc là, on voit bien Functional Requirements, Non-Functional Requirements, etc., etc. Je peux tout simplement copier-coller, les mettre dans mon commentaire. Vous pouvez voir qu'il est bien formaté et je peux les prendre en tant que point de départ. Alors, là, je vais juste les poster en commentaire. Bien sûr, je devrais bien les lire, les modifier, l'adapter à la réalité, m'assurer que c'est du bon contenu. Juste pour que vous compreniez, là, Copilot, il m'a généré les spécifications grâce à des instructions que je lui ai données. Je lui ai donné des instructions dans un fichier magique qu'on appelle copilot-instructions.md. Et c'est un fichier magique qu'on peut créer dans n'importe quel répertoire GitHub dans les dossiers .github. Donc là, vous allez voir dans les dossiers .github, j'ai bien créé un fichier Copilot Instructions et j'ai fourni davantage d'instructions à Copilot dans les cas où quelqu'un poserait la question « Ah, est-ce que tu peux m'écrire une spécification ?» Copilot va toujours aller regarder ces fichiers et s'est basé sur ces instructions pour me donner une réponse plus adaptée à mes besoins. Et là, vous pouvez voir comme dans mon équipe, on a bien défini que quand on parle de non-functional requirements, les seuls qui nous intéressent sont les requirements scalabilité, usabilité, sécurité, et qu'en plus, je lui ai demandé de toujours formater sa réponse quand il se traite des spécifications uniquement en format Markdown qui serait déjà prêt au copier-coller. Donc là, bien sûr, vous n'êtes pas obligé à créer ce genre de fichiers d'instruction, mais si vous voulez adapter la réponse vraiment à votre réalité, c'est une très bonne manière de le faire. Et donc, voilà, je pense qu'avec cette spécification, Philippe sera déjà prêt à commencer le travail. Donc, Philippe, pour toi la parole. Ok, super. Merci. Du coup, je vais effectivement prendre la suite. Donc, hop, je vais aller voir, donc récupérer. J'ai effectivement ton commentaire qui est apparu ici. Ok, ça a l'air pas mal. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, hop, simplement copier tout ça. Ça m'a l'air très bien, hein, comme j'ai pris. Je vais le prendre. Ça, c'est pour moi. Et ce que je vais faire, c'est que je peux aller ouvrir dans Workspace si je veux, mais là, en tant que développeur, je vais aller travailler sur mon poste dans Visual Studio. Simplement, ce que je vais faire, c'est bonne pratique avec les branches GitHub, c'est créer une branche pour cette issue, pour cette feature en particulier.
et ben, automatiquement, c'est intégré. Donc, il me propose un naming de branche qui est lié à mon issue. Donc, ça tombe bien, ce sera automatiquement lié. Et je lui dis, bah, tiens, j'ai envie de le checkout en local. Donc, je crée la branche et ben, en fait, il me propose automatiquement les lignes de commande qui vont m'aider à récupérer ma branche en local. Donc maintenant, je bascule sur mon poste au niveau de la solution donc qui est ouverte cette fois-ci dans Visual Studio, puisque la dernière fois, on avait montré VS Code. Donc là, ça va permettre d'illustrer un petit peu dans un autre IDE. Donc Visual Studio, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir simplement en fait, du coup, ma ligne de commande. Du coup, je l'ai fermé juste avant. Window. Alors sinon, on va chercher ici. On va faire commande. Hop, développeur PowerShell. Hop, on va l'ouvrir. OK. Et du coup, je vais aller en fait simplement taper mes commandes. OK, paste. Donc, il me fait un git fetch origin. Donc là, en fait, comme j'ai fait une nouvelle branche sur mon remote, ça va me permettre juste de mettre à jour en local en fait mon référentiel pour avoir connaissance de cette branche. Donc là, il le voit effectivement la nouvelle branche et j'ai automatiquement le git checkout pour aller récupérer en local. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je regarde, je suis bien sur ma branche effectivement pour ma pull request et je peux commencer à travailler. Et donc pour travailler, alors j'ai juste fait le copier-coller de la commande, donc je vais aller récupérer hop, directement la spécification. Et du coup, je vais aller dans mon GitHub Copilot Chat. Donc là, je vois, j'ai mon programme, en fait, l'application sur laquelle on travaille, c'est une application qui me permet en fait d'ingérer des différents documents, PowerPoint, PDF, Word, etc. Et soit de lire simplement le contenu, soit de poser des questions dessus, par exemple, puisqu'on va les intégrer dans un index RAG, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que là, c'est une petite application console, j'ai une liste de fichiers. Je vais mettre ça, ça va me servir pour après. Et du coup, voilà, j'ai juste une question qui me dit: «Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux lire le document ou est-ce que tu veux poser des questions directement dessus?» Et donc la feature qui était demandée, c'était de dire: «J'aimerais rajouter en fait une étape, un menu». J'aimerais rajouter un menu en fait, une étape pour demander, sur quel fichier exactement tu veux cibler plutôt que sur tous. Donc ce que je peux faire, c'est, OK, je peux lui demander: «Help me, implement this feature». Et mettre directement en fait tes specs. Donc je lui donne ça, on va voir ce qu'il arrive à en faire. C'était assez détaillé, hein, et du coup, il me propose effectivement une évolution de mon code. Alors il me le met dans le chat ici, bon OK, ça me met toutes les modifications. Ce que je vais faire pour me faciliter un petit peu la compréhension de ce qu'il propose, c'est je vais cliquer sur Preview ici et donc ça me permet de voir vraiment en mode diff en fait. En fait, quelles sont les modifications qu'il fait? Donc il me rajoute effectivement une liste de mes fichiers où il me demande de faire le choix et par rapport à ce choix-là, il va aller modifier un petit peu les appels à mes fonctions. Bon. On va pas rentrer dans le détail du code, mais en gros, ce que je fais, c'est que j'accepte du coup cette modification et j'enregistre. Maintenant, je vais pas me contenter de faire confiance à 100 hein, je vais exécuter mon code pour être sûr que les modifications que j'ai faites fonctionnent bien. Et donc je lance mon application. Voilà, donc c'est une application console, hein, comme je vous ai dit. Hop, il démarre. Tu peux te faire démarrer. OK, c'est bon. Alors là, il me demande, voilà, ça c'est le menu que j'avais, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc je vais lui dire, tiens, j'aimerais lire du texte. Et là, il me dit, OK, sélectionne le fichier. Donc très bien. Donc ça correspond au spec qu'on avait, un peu le format qui était proposé. Je lui dis, OK, je vais prendre le premier fichier. Ah, et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai une exception. J'ai une exception qui est levée et qui me dit: «OK, system file not found exception». Alors là, en tant que développeur, hein, c'est classique, ça arrive, on a des exceptions qu'on n'avait pas forcément prévues. Donc classiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir un peu la call stack, donc j'ai accès un petit peu à la pile d'appels pour comprendre un peu par où il est passé dans mon code. Je vais pouvoir consulter un petit peu toutes les valeurs de mon objet d'exception pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, avoir plus de détails dans le message, les liner exception, etc. Je peux
si typiquement je sais que mon ami Daniel va pouvoir m'aider à comprendre parce que j'ai un petit peu de mal, je peux faire une live share session, donc pour aller ouvrir une session en fait de partage de code et voir avec lui. Ou alors j'ai un autre ami qui est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7, qui va peut-être pouvoir m'aider, qui est Copilot. Et donc je peux faire Ask Copilot ici. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? On voit, il me dit, OK, analyse de system IO file not found exception. Bon, celle-ci, elle est assez parlante, mais si je pose juste la question comme ça, de base, il va me répondre globalement, qu'est-ce que c'est qu'une file not found exception? Là, si on regarde, il a utilisé un certain nombre de références automatiquement, qui sont, en fait, la call stack, l'exception et toutes les variables locales, en fait, leur valeur à l'instant T. Donc, il est capable d'aller vraiment assez loin, plus en prenant tout le contexte de mon code, pour aller me donner une explication beaucoup plus précise. Et donc, par exemple, il me dit, en fait, il y a eu un problème avec ce fichier, avec ce chemin de fichier que tu as donné. Donc, soit il y a un problème dans le nom du fichier, soit le fichier a été modifié ou déplacé, soit il n'a pas été copié dans l'output, etc. Voilà ce que tu peux faire, etc. Donc, il m'explique. Je dis OK, très bien, et je peux lui dire OK, help me fix my code. Comme ça, je lui demande OK, aide-moi à du coup implémenter le code parce que tu m'expliques comment faire. Donc, je vais juste stopper le debug parce que ça en termes de suivi, ça va être un peu compliqué. Et donc là, il est en train de travailler. OK, il m'explique un petit peu ce qu'il va faire et il me donne une proposition de code. Donc encore une fois, hop, je peux voir là-dedans. Qu'est-ce qu'il me propose? OK. OK, et donc il vérifie. D'accord, qu'est-ce qu'il modifie là exactement? Update de regex, usepass.combine. Bon, je suis pas sûr que ça marche tellement ça. OK. Me check if the file is exist. Normalement, c'est ça la solution, mais effectivement, c'est encore fait des mots. Là, ce qu'il me propose comme fixe, il faudrait que je regarde plus en détail, mais je suis pas sûr que ça règle vraiment le problème. Donc là, effectivement, en fait, j'ajoute un file existe pour vérifier que le fichier existe avant d'essayer de le lire. Ça va forcément éviter que ça pète. Donc je vais dire OK, très bien. Donc là, ça me va bien. Je vais tester que le fichier existe avant et je me dis bon, allez, le correctif me paraît bien. Du coup, ce que je peux faire maintenant, c'est pousser mon code. Donc j'ai mes modifications qui sont là. Je peux dire que j'ai du coup ajout d'un nouveau menu de sélection du fichier et correction du bug si le fichier n'existe pas, par exemple. Donc je vais mettre ça, je fais un committal and push et du coup il fait le push. Voilà, et quand il fait un push, il me dit, voilà, tu as fait le push, est-ce que tu veux créer une pull request? Donc je peux la créer directement en restant dans Visual Studio, ou retourner en fait sur le portail du coup GitHub, où là, il m'a pré-rempli un petit peu. Donc je suis sur le formulaire de création de la pull request. Donc il m'a pré-rempli un petit peu les informations, je peux en rajouter si je veux, mettre des captures, etc. Et ce que je peux faire directement dans les reviewers, au moment de la création, c'est ajouter directement des reviewers dans mon équipe. Et là, en l'occurrence, je vais dire, de base, je sais déjà que je veux une review de la part de Copilot. Donc là, c'est vraiment GitHub Copilot qui va faire le rôle, donc je vais juste créer la pull request, hop, qui va faire le rôle de reviewer, comme un collègue, c'est-à-dire que comme un collègue à qui je demande d'aller revoir mon code, là je dis à Copilot, s'il te plaît, fais-moi une review. Et donc on voit que dans les reviewers ici, j'ai un petit statut orange, comme quand vous avez des fois les pipelines qui tournent ou ce genre de choses, awaiting requested review from Copilot. Donc là, j'ai Copilot qui travaille en fond, qui est en train de revoir mes modifications de code, pour me faire une review vraiment comme un collègue. Donc logiquement, alors on va voir quand il aura fini. Hop, je vais tester. Ça prend à peu près 1 minute en moyenne. Un pending reviewer. Copilot requested. Donc je mets à jour. Hop. OK. Il est encore en train de le faire. Ça devrait arriver. On va y arriver. Si ça prend trop longtemps, je pourrais toujours basculer sur une autre, au pire. Requested for review. OK. Bon.
Bon, ok. Bon, alors, il met un peu plus longtemps. C'est pas grave parce qu'on a une autre pull request qui est prête avec une review, une modification un peu similaire. Et donc, en fait, ce qu'on va avoir, c'est, comme on voit ici, Copilot, voilà, qui a fait une revue. Bon, c'est il y a 4 jours, mais c'est le même principe. Et où, en fait, il a été capable de détecter, si vous vous rappelez, la petite modification. Et c'est d'ailleurs comme ça que je faisais planter mon code, en fait. C'est-à-dire que la référence à mon fichier, volontairement, en fait, il y avait un caractère qui était manquant. Et donc, Copilot s'est dit, tiens, ça, il a été capable de détecter qu'en fait, il manquait un caractère du coup dans le fichier et que potentiellement, c'était une typo, ça pouvait poser problème. Donc, il me suggère, donc il me met un commentaire et il me suggère automatiquement un fixe. Et donc, je peux directement faire commit suggestion. Donc, je fais commit change et ça va être automatiquement ajouté en fait. Un commit à ma pull request, donc maintenant mon code sera fixé là-dessus et du coup ça permet comme ça de continuer. Daniel, du coup je te laisse la main pour la suite parce que je vois qu'il y a des choses, alors là ça s'est relancé, mais j'avais des choses sur ma pull request, là je vois qu'il y a une croix, un petit statut qui se passe pas bien encore. Ah voilà, on voit qu'il l'a détecté, il m'a fait le même feedback, mais j'ai encore des petits soucis sur la build et là, ce serait bien si tu pouvais m'aider là-dessus. Oui, je crois que je vais continuer avec la review. Ouais, pas de problème. Alors, je vais partager mon écran. Donc voilà, là, je suis bien sur la première pull request que tu as ouvert. Et je crois que parfois, on est un peu trop exigeant avec Copilot. Le pauvre, il est disponible 24 heures sur 24, mais il faut qu'on lui donne parfois quelques secondes additionnelles. Donc, j'ai vu que juste après que tu passes à l'autre pull request, il a bien ajouté les commentaires, comme on peut voir ici. Et effectivement, en faisant la review, je ne pense pas qu'on puisse faire merge de cette pull request parce que les workflows des CI, les workflows GitHub Actions, ne passent pas. Apparemment, il y a un problème. Donc, je vais aller voir les détails. Et donc, du coup, là, j'ai bien les logs de workflow qui s'ouvrent pour moi. Mais je ne suis pas trop un expert sur .NET. Donc, je ne comprends pas trop ce qui est marqué ici. Et du coup, ceci est une autre situation, un autre scénario sur lequel on peut demander de l'aide à GitHub Copilot. Parce que comme vous pouvez le voir, GitHub Copilot est là, pas que pour nous suggérer du code, mais vraiment pour nous aider au-delà du codage, dans toutes les phases du cycle de développement. On a vu au début la planification, le design. Avec Philippe, on a vu les reviews, les déborages, etc. Et là, on va déboguer la pipeline des CI. Donc, je vais appuyer sur cette touche qui dit Explain Error ou explique-moi l'erreur, qu'est-ce qui se passe ici. Et donc, du coup, cela va envoyer un prompt déjà préconfiguré à GitHub Copilot et il va me donner une réponse. Mais attention parce qu'il va me donner une réponse déjà basée toujours sur si ça existe, les fichiers d'instruction. Donc, ça, c'est encore une opportunité dans laquelle vous pouvez aussi ajouter de l'information additionnelle pour Copilot. Ça veut dire, attention Copilot, nos pipelines doivent respecter telle règle ou nos pipelines sont faites de telle manière. Donc, si vous pensez que vous pouvez ajouter de la valeur avec ce genre d'instructions, vous pouvez le faire aussi. Et là, Copilot, il m'explique, attention, l'erreur dans le workflow est causée à cause de cette switch project. Donc, il va venir lire les logs de la pipeline qui n'a pas abouti. Il va aussi aller lire les fichiers de workflow pertinents dans mon répertoire. Donc, du coup, ça, c'est pour dire que GitHub Copilot intégré sur la plateforme github.com a les super pouvoirs de pouvoir lire les fichiers relationnés avec cette erreur, avec la pipeline, avec les répertoires, etc. Prendre tous ces contextes et me donner finalement un fixe pour mon fichier de workflow pour que je puisse régler ces problèmes. Donc voilà pour la démo qu'on avait préparée pour aujourd'hui. Et je pense, Philippe, qu'on peut continuer avec la suite. Oui, tout à fait. Ok. Alors, Super. je repartage mon écran. Alors, on avait une question pendant juste ta démo qui était de savoir si c'était possible de zoomer l'écran, mais du coup, c'était un peu short.
pour le faire. Mais du coup, on pourra toujours voir s'il y avait besoin de détails. Mais en l'occurrence, voilà, l'idée c'était de montrer que dans le portail, il y avait la possibilité d'activer aussi Copilot pour avoir des explications sur le plantage effectivement de la pipeline. Ok, alors on va basculer sur les questions. Donc là, l'idée, c'est qu'on va déjà dérouler un certain nombre de questions, puisque via le formulaire, vous avez pu poser plein de questions. Donc, on a essayé de les compiler au maximum pour les rassembler et les traiter là, et essayer de prendre aussi des questions après qui sont posées pendant la session. Donc, n'hésitez pas à en poser en cours de session également. Alors, première question. Quels sont les prompts tips les plus utiles pour du développement tout langage confondu? Donc là, c'est une question qu'on avait. L'idée, c'est que vous avez sur la documentation, alors il y a des tutoriels, il y a un certain nombre de ressources que vous pouvez trouver, mais on a ce lien-là, donc au niveau de la documentation de Copilot, un catalogue en fait de prompts vraiment pour plein de cas d'usage différents. Qui va vous permettre en tout cas d'adresser et de vous inspirer en tout cas un petit peu de méthodes de prompt engineering pour des cas spécifiques et qui seront assez utiles. Ok, bon là il y a le cadre qui a bougé. Alors, comment utiliser... Alors ça, c'était une question qui était intéressante puisqu'on nous a demandé comment utiliser GitHub Copilot pour la gestion des revues de code et les merge requests dans GitLab. Donc là, je ne sais pas si tu veux répondre, Daniel. Alors, je peux donner, d'après mon expérience, GitHub Copilot, il va nous aider avec la revue du code, spécialement sur les IDE. Déjà, peu importe la plateforme qu'on utilise pour stocker les répertoires. Donc déjà, si on est sur GitLab, on va pouvoir utiliser cette fonctionnalité depuis Visual Studio Code, déjà, pour faire une revue de code directement dans l'IDE, native à l'IDE. Après, quand il s'agira des merge requests dans la plateforme de GitLab, on ne va pas avoir un plugin ou une expérience native à GitLab, évidemment. Il faudrait utiliser à ce moment-là GitHub si cela vous intéresse, ou sinon utiliser le chat directement depuis l'IDE que vous utilisez de préférence. Ouais, c'est ça. Typiquement, l'intégration qu'on a pu voir juste avant en démo, on ne l'aura pas sur GitLab. Exactement. Merci. Alors, je vais te lancer la prochaine question, Philippe, pour toi. Parce que tu es un expert dans plusieurs produits Microsoft. Donc, Copilot est-il intégré dans Fabric? Alors, GitHub Copilot, non. Si on prend Copilot, on a effectivement un Copilot dans Fabric qui va pouvoir vous aider à faire des choses, mais GitHub Copilot, et je pense que c'était la question en l'occurrence, non, on n'est pas intégré dans Fabric. Puisque Fabric, c'est vraiment le produit, un produit plutôt pour les équipes data, on va dire, qui rassemble tout un tas d'outils de chez nous pour vraiment pour faire tout un tas d'opérations sur vos données de l'entreprise, mais GitHub Copilot ne s'intègre pas directement dedans. Vous avez des use cases pour GitHub Copilot mais intégrés dans les IDE pour faire effectivement des suggestions dans le cadre de traitement de données, mais toujours dans le cadre effectivement des IDE plutôt orientés développement. GitHub Copilot, c'est vraiment un outil de développement et de code du coup. Et c'est vrai que Fabric, du coup, c'est vraiment un environnement intégré où on va avoir un Copilot qui pourra aider à faire des choses, mais pas de GitHub Copilot. Super. Alors ça, c'est une question que je sais que tu aimes bien aussi. Peut-on personnaliser les réponses de Copilot par rapport à des bibliothèques de code internes et nos standards de développement dans le fichier copilotinstruction.md? Quelle est la taille maximale du contexte qu'on peut lui donner ici? Alors là, c'est une très bonne question. Donc, du coup, pour répondre à la première, oui, effectivement, on va pouvoir influencer comment Copilot nous donne des réponses à travers le chat, d'accord? Donc, que ce soit inline chat ou que ce soit le chat. Donc, quand je parle d'inline chat, pour ceux qui connaissent, c'est un chat intégré directement dans l'IDE, dans la partie édition du code. Et après, on a le chat qui est dans la partie droite, normalement, de l'IDE. Sur tous ces deux supports, les fichiers Copilot Instructions va être utilisé pour fournir des réponses à vos questions.
Donc, éventuellement, oui, il peut prendre en considération des standards de développement. Après, si vous parlez des bibliothèques de code internes, ça, c'est un cas de figure où ça va être un peu plus complexe que Copilot génère du code de manière efficace. Surtout, ça va dépendre de la taille de cette bibliothèque de code interne. Normalement, ce n'est pas du code qui va rentrer de manière efficace dans un fichier Copilot Instructions parce que, pour répondre à la deuxième question, il y a effectivement une taille maximale, pas du fichier, mais de la fenêtre du contexte qui est envoyée avec chaque requête pour Copilot. Cette fenêtre de contexte a une taille maximale qui est définie par les modèles que vous choisissez. Comme vous savez, ou si vous ne le savez pas, depuis peu, GitHub Copilot vous permet de choisir les modèles que vous voulez utiliser pour générer les réponses. Et chaque modèle va vous donner une taille maximale du contexte. Après, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe si la taille du Copilot Instructions dépasse la taille maximale du contexte? Alors, on a des optimisations internes qui vont venir compresser d'une certaine manière les fichiers d'instruction et prioriser les contextes. Qu'est-ce qu'on met dans les contextes? Comme par exemple d'autres fichiers de code ou une partie de Copilot Instructions, où on va venir faire un résumé du fichier Copilot Instructions. Donc, voilà pourquoi, en termes de best practice, c'est toujours recommandé de donner des instructions qui soient les plus courtes possibles, les plus précis possibles, avec la longueur minimale. Hein. Donc voilà, ça va être surtout efficace pour des scénarios standards de développement. Après, pour les bibliothèques de code interne, que pour les bibliothèques vraiment petites, où vous pourriez éventuellement donner des indices à Copilot par rapport aux interfaces. Hein. Et pour ajouter éventuellement, je sais qu'une approche que j'ai déjà pu voir chez des clients qui peut marcher quand vous avez, on va dire, des bibliothèques très standardisées, assez larges, mais utilisées assez largement, ce qui peut marcher aussi, qui peut aider un petit peu, c'est en fait, le développement d'une extension d'un agent via une extension en fait custom, où en fait vous vraiment, c'est-à-dire que là vous lui donnez, vous lui apprenez tout, en fait toute la partie enfin toutes on va dire les briques techniques, toute la documentation et vous l'intégrez en tant qu'agent. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre Copilot chat, mettons que votre compagnie s'appelle GitHub par exemple, vous faites un add GitHub agent, enfin internal par exemple, qui connaît du coup toute cette partie engineering de chez vous et qui aura du coup accès à cette connaissance et qui pourra du coup s'en servir pour générer des réponses en prenant à la fois votre code dans le contexte de votre IDE et la connaissance. Donc ça peut être une possibilité, mais ça nécessite d'avoir effectivement de faire l'effort de développer et de déployer une extension custom. Mais ça peut répondre que lorsque c'est quelque chose de très largement répandu et qui touche beaucoup de développeurs, ça peut effectivement valoir le coup. OK. Hop. Alors, question suivante. Est-ce que GitHub Copilot fonctionne de la même manière dans Visual Studio, IntelliJ, Xcode, etc. que dans VS Code? Alors là, en fait, faut se dire qu'il y a deux choses. GitHub Copilot, vous avez d'un côté le service, donc on a différentes API qui sont disponibles, le chat, completion, etc. Qui là va être toujours la même du point de vue du service GitHub. Et après, on a l'intégration qui est faite au sein des différents IDE, qui passent par des extensions. Vous voyez sur votre IDE, quel que soit l'IDE que vous utilisez, vous commencez par installer une extension GitHub Copilot, Copilot Chat, etc. Et c'est là en fait qu'on va pouvoir avoir des différences. Et c'est souvent là où on voit là, les nouvelles features sont souvent d'abord arrivent en premier sur VS Code. Et c'est aussi d'ailleurs dans l'intégration de certaines features qu'on va voir des petites différences. Par exemple, pour la partie debug, là je vous ai montré sur Visual Studio, ce sera un petit peu différent sur VS Code. Et donc c'est là où on va vraiment avoir la façon dont ça s'intègre au sein des IDE qui va pouvoir changer. Et donc c'est pour ça que de base le fonctionnement est même. Simplement quand vous êtes sur les dernières features, en fonction de l'IDE, bah voilà, vous n'aurez pas toujours les mêmes features. Et si on prend Xcode par exemple, dont la disponibilité a été annoncée lors de GitHub Universe en novembre dernier,
forcément, en termes d'intégration des features, vous êtes en arrière, vous êtes moins bien loti pour le moment, en tout cas qu'un VS Code ou qu'un Visual Studio, par exemple, qui avait commencé plus tôt l'intégration du service. Super, je voudrais ajouter à ça, Philippe, qu'aujourd'hui, on a lancé les SDK Copilot Language Server. Vous pouvez lire un peu plus par rapport à ça dans les changelog. Et je pense que ça mérite un peu de partager ça parce que les stratégies de GitHub autour du support pour tous les IDE qui existent là-dehors, c'est vraiment aussi de fournir les outils aux développeurs pour intégrer eux-mêmes GitHub Copilot dans toute la pléthore d'IDE qui existent aujourd'hui dans les marchés. Et c'est avec cet SDK qui a été lancé aujourd'hui publiquement que cela peut être fait, hein, au-delà des IDE auxquels on donne support officiellement aujourd'hui. Donc voilà pour les petits partages additionnels. Je te retourne la parole, Philippe. Ouais, alors je vais repartager les slides. OK. Alors, est-ce qu'il y a prévu dans la roadmap une feature type Bring Your Own Model? Alors là, on est conscient du côté GitHub et quand je discute avec le product management, ils sont bien conscients de cette tendance, de cette possibilité, de cette vision. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu dans la roadmap. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas les prévoir ou qu'on va les prévoir, mais pour l'instant, il n'y a rien qu'on puisse annoncer. Alors Philippe, si tu veux, je te lance la question. J'ai l'impression que sur des projets legacy complexes, anciens et mal développés, GitHub Copilot ne renvoie pas toujours des résultats pertinents. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez? Alors là, on a plusieurs pistes en tout cas qui nous permettent de comprendre pourquoi effectivement dans ce cas-là particulier, on peut avoir effectivement des résultats qui ne sont pas forcément pertinents avec GitHub Copilot. Je vois plusieurs choses. Déjà, on a la notion de projet legacy ancien, donc des technologies, par exemple, très dépassées ou très peu utilisées récemment. Il faut savoir que sur l'entraînement en fait des modèles pour GitHub Copilot, ça se base avant tout sur le code public sur GitHub, sur aussi d'autres sources, mais forcément, plus la base de code est importante, plus le service sera pertinent en termes de ce qu'il va pouvoir proposer. Donc, si vous avez du code qui est très très peu utilisé depuis 20-25 ans, une technologie qui est très peu utilisée sera très peu présente en tout cas sur le set d'entraînement et donc forcément ce sera moins pertinent. Ensuite, il y a d'autres points qui peuvent jouer aussi là-dedans, c'est le côté complexe et mal développé. Donc on comprend un petit peu ce qui peut se passer, c'est-à-dire un projet assez tentaculaire, qui est assez large, souvent un très gros monolithe, avec beaucoup de développeurs qui sont passés dessus, souvent mal documenté, du coup de la complexité, donc on va dire un type de projet qui de base, même pour le développeur qui rentre dessus, va être très challengeant, très compliqué. Donc il faut se dire que le modèle, encore une fois, de base, en tout cas, ce qu'on dit dans l'IDE, il y a toujours cette notion déjà de quel est le scope qu'il est capable de prendre, la fenêtre de contexte qu'il peut prendre en input. Donc, si on a énormément de fichiers, des dizaines, des centaines de milliers de lignes, en fait, lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est de trouver la bonne information, vraiment pour construire son contexte, pour essayer de répondre au mieux. Mais s'il y a beaucoup d'informations qu'on n'est pas capable de l'aiguiller, et c'est là où le fait de pouvoir référencer des points particuliers de code, des fichiers particuliers, vont pouvoir l'aider, mais il va avoir du mal à s'en sortir. Donc en fait, il y a énormément de choses qui vont là-dedans. C'est de se dire s'il y a quelque chose de très large, qui est en même temps très tarbiscoté, complexe, avec des nommages de variables qui sont un peu tordus, une vieille technologie, donc effectivement, il va avoir du mal à se diriger là-dedans. Donc là où ça peut aider, c'est de se dire, si on est capable de limiter le scope en lui donnant les bonnes infos dans son contexte, si on est capable aussi de lui donner via les Copilot Instructions ou via en référence des fichiers qui décrivent un petit peu
on va dire, les composants techniques dont il est question pour lui donner un peu plus de contexte, il va être capable de mieux s'en sortir. Après, si on prend juste du code COBOL de base, comprendre, je prends COBOL parce que c'est effectivement une technologie legacy dont il est souvent question avec nos clients, il est capable de bien comprendre le COBOL, il est capable de bien l'écrire, d'aider dans la modernisation, mais souvent c'est le contexte autour et le fonctionnel qui va poser problème. Donc en fait, l'idée, ça va être vraiment d'essayer de l'alimenter là-dessus pour améliorer les réponses. Mais sinon, effectivement, dans ce contexte avec tous ces critères-là, c'est pas étonnant qu'il ait du mal à donner des résultats pertinents parce que ça reste pas non plus, c'est pas un outil magique, même s'il est très impressionnant sur beaucoup de use cases. Voilà. Et Philippe, c'est un super sujet. Je voudrais ajouter un peu d'informations aussi liées à à la dernière release de Visual Studio Code. Donc, effectivement, quand vous avez un projet Legacy très complexe, le fait de faire un prompt vraiment bien réfléchi, qui pointe aux fichiers, aux symboles pertinents, etc., pour aider à Copilot à répondre, c'est très important et vous pouvez vous dire, ah oui, mais cela prend trop de temps. C'est trop galère. Je ne veux pas faire ça à chaque fois. J'utilise pas Copilot. Alors attention parce qu'avec la dernière sortie des Visual Studio Code, il y a une nouvelle fonctionnalité qui peut aider à vous dire ça vaut la peine d'investir son temps pour créer un bon prompt et les garder pour qu'il soit réutilisé par vos collègues. Donc là, dans la dernière version, on a lancé ce qu'on appelle Reusable Prompts, une fonctionnalité expérimentale qui vous permet de créer des fichiers prompts avec l'extension .prompt.md et après les lier avec GitHub Copilot dans l'IDE et permettre un choix des prompts par les développeurs. Donc, je vous invite à regarder cette fonctionnalité. Je pense que ça pourrait être intéressant pour ce genre des projets, des situations un peu plus complexes. Voilà. Oui, tout à fait. L'idée, c'est au moment du chat, d'aller le mettre en référence, comme un fichier de code, par exemple, que tu ciblerais, que tu ajouterais, quoi. Ouais. Et comme vous voyez ici, il peut lier à d'autres fichiers ou même d'autres prompts réutilisables. Donc, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant dans des situations avec des bibliothèques custom, avec des projets un peu anciens, etc. Ouais, Voilà. tout à fait. Ok. Alors, celle-ci, je peux apprendre parce qu'elle va assez vite. En termes d'intégration avec les pipelines Azure DevOps, une extension, une intégration pour la revue de code ou pour les pull requests est-elle prévue? Donc, typiquement, en fait, le use case qu'on vient de montrer sur la plateforme GitHub, est-ce qu'aujourd'hui, on a quelque chose de prévu, intégration similaire? Côté Azure DevOps, pour l'instant, non. La réponse est assez simple. Pour l'instant, non. Ok. Est-ce qu'un équivalent de GitHub Copilot Office Hours existe en langue anglaise? Alors ça, on y travaille. Voilà. Donc ça, c'est en projet, puisqu'on a vu l'intérêt et que voilà, il y a des discussions un peu similaires à d'autres endroits. Donc il y a des choses qui arrivent, on vous le fera savoir. Alors là-dessus, du coup, est-ce qu'il y a des formations des formations certifications spécifiques à un métier? Exemple, Copilot pour Data Engineer. Alors là, on a deux choses à partager. Vous avez déjà des certifications, pas pour un rôle spécifique, mais vraiment une certification GitHub Copilot qui rentre dans le programme de certification en fait, de GitHub. Donc que vous pouvez passer, en vous inscrivant, en fait, en prenant une session sur le site de GitHub. Et on a également un Learning Pass qui a été mis en place donc, sur Microsoft Learn, qui s'appelle Accelerate Ad Development by Using GitHub Copilot, où là, vous avez vraiment des tutoriels qui vous guident. Il y a la documentation aussi côté GitHub qui est très bien faite, qui peut vous guider là-dedans. Ok, celle-là, tu peux apprendre si tu veux. Donc, y a-t-il un coût supplémentaire pour utiliser Copilot et GPT-4? Alors non, il n'y a pas un coût supplémentaire, hein. C'est vraiment, vous savez, les plans gratuits, hein, qui incluent l'utilisation des copilotes de GPT-4.
C'est défini dans la doc. Et du coup, il y a aucun coût supplémentaire, même dans les plans business, dans les plans professionnels, etc. C'est une question facile. Alors, Alors celle-là, celle-ci, typiquement, ouais. vu qu'elle est liée aussi à Copilot Free, peut-être que je la prends direct. Donc, la plateforme GitHub m'indique que je n'ai pas accès à la version free de GitHub Copilot avec mon compte de suggestion. Alors, déjà, ça va être compliqué dans les formats de cet office hour d'aller dans les troubleshooting ou débogage de qu'est-ce qui se passe. Mais quelque chose qui me vient à la tête, c'est que chez GitHub, il y a des entreprises qui vous fournissent eux-mêmes des comptes qui sont gérés par l'entreprise, dans l'environnement d'entreprise, dans la compte entreprise GitHub. D'accord? Donc, du coup, si vous utilisez une compte entreprise fournie par votre employeur ou société, etc., il se peut qu'il s'est bloqué l'utilisation de GitHub Copilot Free. Hein, ça, c'est possible. Alors, sinon, si on n'est pas dans cette situation, hein, du coup, on vous encourage à connecter avec la communauté Discord. Vous avez les liens là-dessus. Posez la question et on pourra aller plus dans les détails et potentiellement obtenir de l'aide rapidement d'autres développeurs dans la communauté. Top. Donc, du coup, pour la prochaine question, donc, du coup, à quoi correspond l'assistant de migration Java dans VS Code? Philippe, tu veux prendre Je pense que ça fait référence à l'assistant qui est donc c'est en preview aujourd'hui, private preview, où en fait l'idée c'est qu'il y a des assistants, donc c'est un agent, hein, ça se représente comme un agent que vous avez dans VS Code qui permet en fait de vous assister dans de la modernisation de code Java, donc typiquement de code Java qui est dans des anciennes versions, et là où on va avoir un côté multi-agent, multi-step qui va vous permettre en fait justement de vous aider en mode pas à pas pour vous accompagner dans la modernisation d'une base de code et donc qui est spécialisée justement dans la montée en version de Java. C'est-à-dire qu'il a vraiment il a eu la partie ingénierie spécifique pour vous accompagner dans ces projets, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est on parlait tout à l'heure de code legacy, par exemple. On a aussi du code qui n'a pas forcément besoin d'être complètement réécrit, mais qui nécessite simplement de monter en version pour garder un support, pour être sécurisé, pour rester sécurisé, etc. Donc on a ça, et je pense que c'est à ça dont ça faisait allusion. C'est aujourd'hui en private preview, donc en fait ça passe en fait via le programme quand vous êtes un client. Du coup, je vous invite, si vous êtes intéressé par le programme, à vous tourner vers votre contact Microsoft pour en parler, pour voir si effectivement vous pouvez intégrer ce programme-là. Et donc voilà, l'idée en fait, c'est effectivement d'avoir un petit peu ce genre d'agent pour adresser, puisque c'est aujourd'hui des gros cas d'usage où on sait que l'IA a un potentiel important, en tout cas pour accélérer ce genre de projets qui sont complexes. Et donc il y a de grosses attentes là-dessus, et donc c'est un projet effectivement qui permet, en tout cas aujourd'hui, d'évaluer un petit peu ce cas-là. Top. Donc, je reprends la prochaine. Intégrez-vous les modèles O3 d'OpenAI? Écoute, très bonne question et très bon timing parce que moi j'adore ce genre de questions parce qu'on peut répondre avec la super réponse qui est que le lancement a été fait la semaine dernière. OpenAI O3 Mini a été lancé sur Visual Studio Code et les chats sur github.com avec les supports qui vont suivre bientôt sur Visual Studio et JetBrains. Et du coup, vous savez, jusqu'à 50 requêtes gratuites incluses par mois dans les plans gratuits de GitHub Copilot. Donc voilà, c'est déjà disponible. Voilà, Philippe. Elle tombait très très bien, celle-ci. Je précise, c'est pas nous qui l'avons écrit, c'était vraiment posé. Donc, là, on pourrait croire. Alors, comment est entraîné Copilot? Donc ça, on en a parlé rapidement, mais dans l'idée, c'est qu'effectivement, il y a la partie, donc les modèles qui sont ensuite entraînés sur toutes les bases de code, à base de code publique, des repos publics sur GitHub. C'est absolument pas, donc tous les repos privés ne seront pas du tout utilisés. C'est-à-dire que votre code à vous, toutes les requêtes que vous faites, l'utilisation que vous faites n'est jamais conservée, jamais utilisée pour entraîner les modèles. Donc c'est vraiment sur en fait des bases de code qui sont publiques, qui sont déjà accessibles partout.
Voilà. Et après, forcément, il y a beaucoup d'ingénierie au-dessus du modèle, avec des filtres, avec pas mal de logique, forcément. Voilà, beaucoup d'ingénierie par-dessus le modèle pour avoir le service. J'accélère un tout petit peu parce que je vois qu'on mine de rien, ça prend pas mal de temps. Auriez-vous des suggestions de plans de test à l'intention de membres d'un comité de direction? Alors, tu vas prendre celle-là? Alors, oui, du coup, on a pas mal de ressources. Hein. On vous invite à regarder, par exemple, les liens qui est juste en dessous. Hein, mais il y a aussi d'autres ressources disponibles pour vous donner une idée de qu'est-ce qui, comment faire de la meilleure manière possible les rollouts, les stratégies de déploiement GitHub Copilot au sein d'une entreprise. Je pense que c'est à ça qui se réfère la question. Et donc, du coup, un bon point de départ, c'est le lien qui est juste là, hein, avec notre documentation. C'est ça. Et après, encore une fois, si vous êtes effectivement dans une entreprise chez un client, n'hésitez pas à vous tourner vers vos contacts Microsoft ou GitHub que vous avez déjà, puisqu'on va pouvoir vous accompagner là-dessus sur la stratégie par rapport à une approche qui est personnalisée. On va dire que là, c'est effectivement, on va dire, des guidelines qu'on donne génériques avec un framework, mais on est là justement typiquement pour... Ah, Philippe, t'as coupé le micro. Hop, je ne sais pas comment. C'était une fausse manip. Je viens de voir parce qu'en fait, on arrive à la fin des questions, mais du coup, il y a un slide qui était parti. C'est dommage parce que c'est le slide qui permet de partir sur la démo. Donc, l'idée, c'était, il y avait une question qui était qu'est-ce que ça change le mode agent? Et donc, ça tombe très bien puisque cette approche agent, et puisqu'on a le mode agent dont tu as parlé tout au début, qui a été mis du coup à disposition déployé sur VS Code notamment. Donc on va regarder un petit peu. Alors l'idée c'est qu'on l'a pas intégré à la démo parce qu'effectivement c'était très court en termes de notices, mais c'est pour vous montrer un petit peu. On va effectivement prévoir pour une prochaine édition un use case beaucoup plus avancé. Mais comment ça va se présenter ce mode agent? Et juste pour comprendre rapidement ce que ça va changer. Typiquement aujourd'hui, et on l'avait présenté déjà sur la précédente Office Hour, vous avez le chat que vous connaissez tous, et on avait parlé notamment du Copilot Edit qui est passé d'ailleurs GA, donc c'est General Availability, ça veut dire qu'on est prod maintenant sur cette version-là, qui permet de faire de l'édition multiple de fichiers, donc multi-step, voilà, et de modifier directement les fichiers, de les voir évoluer à la fin, en bossant avec ce qu'on appelle un working set. Donc on ajoute un certain nombre de fichiers, ils sont créés à la volée, et donc ça permet vraiment d'améliorer cette expérience d'édition, d'être encore plus efficace. Et donc a été ajouté à ce mode edit ce qu'on appelle un mode agent. C'est-à-dire que de base vous êtes en mode edit, vous pouvez passer en mode agent. Et du coup, l'idée, c'est que vous avez possibilité avec les agents, en fait, de faire des cas beaucoup plus complexes et l'agent va être capable, en fait, de prendre la main sur votre IDE, de faire la partie code, mais par exemple, de vous lancer des bugs, de prendre le résultat de la console, de voir qu'il faut installer certaines dépendances, de le faire pour vous, etc. Donc, si je prends un exemple ici, par exemple, je dis « Create a Pong game in HTML, CSS and JavaScript, playable in the browser with the keyboard. Start debugging the game by starting a node HTTP server locally ». Donc si je lance ça, donc là en l'occurrence j'ai pris Claude 3.5 Sonnet. Vous pouvez sélectionner effectivement GPT-4o aussi par exemple dessus. Ok, j'ai manifestement mon... Ok, continue. Mon extension qui a dû se déconnecter, parfait. Ok, bon il s'est reconnecté, tout va bien. Ok, bon j'espère que ça va pas trop le perturber. Je sais pas pourquoi mon extension a décidé de se déconnecter. Donc là, je suis bien en mode agent, Claude 3.5 Sonnet. Bon, ça va peut-être quand même le perturber. On va juste le recommencer pour être sûr. Parce que du coup, alors, je suis bien en mode agent. On ne pourra jamais échapper des faits des mots, hein, Philippe. Ah non, mais c'est sûr. Hein. Peu importe les nombres de dry run. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit par exemple que effectivement, j'ai ajouté un Copilot Instruction aussi dans mon code et que par défaut, en fait, il l'ajoute.
pour en tenir compte. Donc là, il me dit, OK, je vais t'aider à créer. Donc là, il commence à me créer les fichiers. Il commence par un fichier HTML. Bon, c'est normal, je vais demander HTML, CSS, JavaScript. Donc, il me dit, OK, il crée un fichier CSS. Et donc là, on voit au fur et à mesure mon working set qui est en train de se remplir puisqu'il me crée les fichiers. D'accord. Donc là, il travaille un petit peu. Il met un peu plus de temps parce que là, il cherche à implémenter toute la logique du jeu en JavaScript. Donc ça, c'est quelque chose que je pouvais déjà faire avec le mode edit. C'est le principe, c'est de lui dire « Ah bah tiens, fais-moi telle modification ». Il est capable de m'ajouter des fichiers, de me modifier, de me faire du refactoring et de me créer les fichiers. Donc ça, jusque-là, rien de nouveau. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on a un agent qui est pas capable de planifier donc quelque chose en plusieurs étapes. Il me dit, OK, maintenant, j'ai fait également ta logique en JavaScript. OK, maintenant, la prochaine étape, c'est de démarrer un serveur HTTP local. Donc, la prochaine étape que je vais faire, c'est lancer la commande. Donc, je fais OK, continue. Et du coup, il me lance. Hop, donc, il va lancer, il fait le npx. Donc, il a toutes les commandes, il les exécute. OK, npm install, installing. Je vais juste virer l'autre. Hop, je dis OK, très bien. Il voit que j'ai pas encore installé, par exemple, le HTTP server, donc il me l'installe. Il me fait bien mon npm install g HTTP server. OK. Hop, et là, il est capable de voir que ça s'est bien passé et il me dit OK, donc voilà, maintenant ce que tu dois faire, c'est me lancer ça. Alors, il dit maintenant, il faut que je le lance. Très bien. HTTP server C1. Et du coup, que je vais sur le localhost. Hop. Et donc là, il m'a bien lancé. Donc il me dit localhost 8080. Donc c'est très bien. Je vais pouvoir cliquer là-dessus. Open. Hop. Ah bah effectivement. Il y a les serveurs Node qu'il faut lancer aussi. C'était les premières, les pas précédents, Philippe, je pense. Hein. Ouais, il disait bien Open a terminal. Oui, là, tout en bas, ouais, il a bien dit Open a terminal and run npm ouais, install. un npm install, donc ça Et, c'est bon. ah oui, ça on l'a fait déjà, oui, c'est juste. Ah, Hein. oui, il l'a déjà fait. Voilà. Ah, bon, ça l'effet démo. Mais alors du coup, ce qui est bizarre. Ah, mais je pense savoir pourquoi. Oui, c'est parce qu'il me l'a mis dans le Pong. À mon avis, on y va. Localhost 8080. Si j'y retourne, il va me lister. Je dois avoir un /Pong. Voilà. Et donc, il m'a effectivement bien lancé. Voilà, donc je peux jouer avec mon Pong. Et bah, du coup, après, je peux continuer en fait de façon itérative, de dire OK, add leaderboard, par exemple, leaderboard feature, etc., etc. Et il va continuer comme ça en mode incrémental et il va m'accompagner vraiment. Donc, en fait, le mode agent, c'est vraiment qu'il est capable de plus uniquement toucher au code, mais vraiment de me lancer également les commandes, de récupérer le résultat, de continuer. C'est vraiment ça qui révolutionne un peu l'approche. Et du coup, du coup, ça va vraiment changer un petit peu, enfin aller encore un petit peu plus loin dans les use cases qu'on va pouvoir adresser. Voilà, donc pour finir, rappel de quelques ressources, quelques messages, puisqu'en fait on est assez short, donc je pense qu'il y a des réponses qui ont été faites dans le chat. On essaiera de répondre également au maximum sur la communauté. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté GitHub en ligne du coup. Là, vous avez des liens également pour différentes ressources. Voilà, donc si vous voulez apprendre aussi, avoir de la documentation, un petit peu de tutoriel, vous retrouvez là-dessus. Et bien sûr, vous inscrire à la newsletter. Alors, on en a parlé déjà la semaine dernière et Daniel, tu faisais allusion aussi. La bonne façon de se tenir au courant, c'est aussi de lire les release notes. Hein. À chaque fois que vous avez une update, d'avoir un petit peu les release notes pour voir quelles sont les nouvelles features. Et la newsletter, bien sûr, qui va vous permettre d'avoir tout ça condensé par mail. Par rapport à cette nouvelle Office Hour, encore une fois, vos feedbacks sont importants. Hein. On a ce format, on a la deuxième édition. L'idée, c'est que le format peut s'adapter aussi par rapport à vos retours. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours, qu'ils soient positifs, négatifs, des suggestions. On attend vraiment vos feedbacks au maximum. Et pour finir, on a déjà les prochaines dates. Donc là, maintenant, vous êtes inscrit, vous devriez connaître le lien, mais au cas où, je vous repartage le lien
avec les prochaines dates. Donc, ça reste le 2e mardi de chaque mois à 17h. Et on vous prépare déjà un bon programme pour les prochaines démos. Mais encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions, à demander les use cases que vous souhaiteriez voir parce qu'on en tient compte à chaque fois. Et voilà. Et donc, on finit avec le lien vers la communauté Discord qu'on vous avait déjà partagé. Et donc, sur ce, on peut mettre fin à cette session. On espère que ça vous a plu et qu'on vous retrouvera encore nombreux le mois prochain et sur la communauté Discord. Merci beaucoup. Merci à tous. À la prochaine.